Lorsque Didier Arafat avait 13 ans et qu'il vivait chez sa grand-mère à Yopougon Terminus 40, après nos différentes tournées nocturnes, nous venions et nous prions pratiquement de 5 heures à 6 heures du matin. Ces confidences exclusives sont de Landry Agban, qui mieux que notre invité du jour aura pratiqué Didier Arafat. Il était avec lui au quotidien. Il lui a appris les premiers pas dans le showbiz. Il nous dira même en substance, je lui ai appris à jouer à la batterie. Landry Agban, ce nom vous avez dû l'entendre plusieurs fois dans les chansons de Didier Arafat. Il va nous servir aujourd'hui des confidences exclusives sur la vie de ce garçon qui nous a quittés depuis le 12 août 2019. Landry, lorsqu'on préparait cette interview, tu m'as dit que c'est l'une des rares fois où je vais m'ouvrir comme jamais lors d'une interview. Mais lorsqu'on évoque le nom de Didier Arafat, qu'est-ce que cela suscite en toi? Arafat, c'est un petit frère à moi, déjà, que je ne vais jamais oublier, que je n'ai même pas encore accepté sa mort. Je n'arrive pas à l'oublier, je ne peux jamais l'oublier encore. Tout d'abord, je veux dire merci à sa mère et à sa grand-mère. C'est grâce aux deux personnes que Arafat est aujourd'hui était né. Sa maman, la grand-mère, a accouché sa mère et elle a enfanté Arafat. Et à cause d'Arafat, aujourd'hui, tout ce que tu vois, c'est Arafat. Voilà, moi, tout ça, c'est Arafat. Voilà, c'est un petit frère à moi. C'est vrai que là, quand tu parles de lui, c'est clair que ça te ramène beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs. Tous ces souvenirs-là, on va revenir là-dessus. Ouais. Mais d'abord, on va s'intéresser à toi. Parce que tout de même, c'est vrai qu'on te connaît au travers des chansons de Didier Arafat, on te connaît par rapport à vos collaborations. Mais qui est Landry Agban? Landry Agban est un jeune qui est né à Pémy de Yopougon et qui habitait au Terminus 40, qui était voisin à la grand-mère d'Arafat. Et c'est là que j'ai connu mon ami, c'était le frère d'Arafat, l'oncle d'Arafat, il s'appelle Hervé. C'était lui mon ami. Et après Arafat, il est arrivé, après Blocos, il est arrivé, Papa Rompi l'a emmené avec sa mère, il l'a envoyé chez sa grand-mère. Et c'est comme ça que j'ai connu ce petit. Et il avait pour ami Olokwacha. Olokwacha, il habitait aussi dans le même quartier, mais il avait pour ami Olo. C'est lui qui jouait. On mettait même les pièces de 25, de 100 francs pour qu'il fasse des luttes, tout et tout. Arafat, c'était mon petit. On l'appelait Mougli au quartier parce qu'il ne portait pas de chaussures. Il n'aimait pas porter des chaussures, donc on l'appelait Mougli, voilà. Et après ça, j'ai vu le petit, quand on s'asseyait au maquis, il y a un petit, avant il y avait toujours des petits maquis du quartier, tout et tout. Il venait, il prenait le micro, il branchait des appareils, il faisait un peu des atalakou. Donc les grands frères du quartier disaient « Oh, il est midi, arrête de nous fatiguer, tes trucs. » tout ça. Mais j'ai vu un potentiel en lui. Donc je lui ai dit « Mon petit, ça va ?» Il dit « Ouais, grand frère, ça va, tout et tout. » Et après ça, je crois 2, 3, 4 mois après, je l'ai récupéré. Je lui ai dit « Écoute, tu as un bon potentiel. » Et vu que je connais un peu de monde dans des coins, tout et tout. C'est comme ça. Il y avait une boulangerie au quartier, quand on a, au Carrefour, pas Carrefour lycée municipal, Carrefour, il y a un autre Carrefour là, avant de trouver le petit toit ou Saint-Laurent. Il y avait une boulangerie. Sadriba? Non, pas Sadriba. Terminus 40. Okay. C'est-à-dire que tu trouves d'abord Carrefour camp militaire, après ça, petit toit rouge où il y a un truc, après tu trouves un autre carrefour. C'est là qu'il y avait un maquis, je ne sais pas comment ça s'appelait, c'était une boulangerie, mais ils ont transformé en maquis. Donc Arafat a commencé à faire des atalakou, je l'ai envoyé là-bas, il commençait à faire des atalakou là-bas, tout. Donc j'ai vu que le petit, il avait du potentiel. Après la guerre a surgi, tout. Et il y avait un maquis au camp militaire qu'on appelait la FIFA.
Au Carrefour, là, il y avait un maquis qu'on appelait la FIFA. Il y avait un DJ là qui, j'ai oublié son nom un peu, on dirait DJ Matrice, qui travaillait là-bas. Et j'ai pris le petit, je suis allé m'acheter des habits pour lui, tout et tout. Et on allait au maquis. Le coup fait s'est terminé à 19h, un truc comme ça. Et les gars ne voulaient pas le laisser jouer, tout et tout. Donc j'ai intervenu avec mes gars, tout et tout. Et c'est de là que il a fait un petit dent à la cour, ça a plu à Dr Vira, c'était son maquis en plus. Et il a commencé à bosser là-bas. Mais par contre, à la maison, quand mon père s'est séparé de ma mère, il venait voir tout le temps Maman Dandy à la maison. Il n'était plus à Yopougon, mon père il était à l'arrivée à Golfe, mais il venait tout le temps voir la grand-mère d'Arafat. Donc après, moi j'ai vécu un peu avec eux à la maison, tout et tout. Après ça, la grand-mère aimait prier tous les matins à 6h avant d'aller travailler au HR. Elle aimait prier tous les matins, donc il fallait qu'on soit là à 6h, 7h du matin, faire la prière avant qu'elle puisse partir. Donc j'étais tout le temps, je l'envoyais dans les coins, il partait, j'étais obligé de rester avec lui parce qu'il était petit. Il avait 13 ans, 14 ans, il finissait, après je rentrais avec lui, tout et tout. Donc c'est comme ça, c'est de là que c'est parti. Et... Excuse-moi, là c'est vrai, tu rentres dans le vif du sujet, ouais. Et le récit il est tellement intéressant, mais lorsque on parle d'Arafat, ou bien lorsque je te vois là, on t'a jamais dit qu'il y a une certaine ressemblance par rapport au faciès? Oui, mais tout le monde le dit, mais à force d'être avec quelqu'un, avec la personne depuis petit, après vous prenez... Justement, et puis les gestuels aussi, ces gestuels-là, c'est lui qui tient ça de toi ou c'est toi qui lui tiens de... c'est lui qui tient ça de moi, parce qu'à la fois c'est un enfant un peu timide. Vous avez vu sa chanson Jonathan, il était là, Jonathan, et tu vois, il était timide. Il venait... Bon, avant d'arriver à là, c'est que quand Arafat, avant d'aller à Paris, c'est Désiré Kouadio qui m'a appelé. Il m'a appelé. On va arriver à quand il vient en France. Ouais. Il va venir en France après Jonathan en 2003, 2004 certainement, ouais. Parce que Jonathan, je crois, est sorti fin 2003. Oui. Donc c'est en 2004 qu'il est venu. Ça, tu vas nous raconter cette partie. Donc toi, à la base, lorsque vous vous rencontriez, tu faisais quoi au fait? À la base, j'étais à l'INSAC. J'étais à l'INSAC au Beaux-Arts, là, à Cocody. Voilà, j'ai mon diplôme de musique, tout. Après, la gendarmerie m'a récupéré. Ils sont venus, ils m'ont récupéré. Vu que j'étais allé le solfège, tout. J'ai commencé à bosser à la gendarmerie. Il fallait faire le test, les concours, tout. Ben, j'étais déjà, comme c'est eux qui sont venus me chercher, mais pendant une guerre, tu ne vas pas jouer du caisse clair, tu ne vas pas lire le solfège. Donc, il fallait que je fasse une formation, tout ça. Et tout ça, je l'ai fait. Et après, il y a eu un appartement là-bas. J'étais là-bas, tout. Après, le petit, je le suivais toujours, tout. Il venait. Toi, tu es rentré à la gendarmerie à Agba en quelle année? En 99. En 99. Ouais. Et ta rencontre avec Arafat, elle se fait en quelle année? Depuis tout petit, hein. Avant que je rentre même, là, je le voyais, c'était mon petit. Ok. Voilà. Donc toi, quand tu étais à Yopougon, de Yopougon, tu partais à l'INSAC. De l'INSAC, tu as commencé à bosser avec l'orchestre de la gendarmerie. Du coup, tu étais à Agban. Ouais. Mais Arafat, lui, était toujours au quartier et vous étiez en contact. Ouais, on était en contact. Jusqu'à ce qu'en 2003, justement, ils sortent maintenant Jonathan. Ouais, Jonathan. Ses premiers pas en studio, est-ce que toi, tu as suivi ça? Ses premiers pas en studio, j'étais en mission à Yamoussoukro. J'étais en mission à Yamoussoukro, mais il me l'a dit. Voilà, j'étais en mission avec lui à Yamoussoukro. Il y avait, comment il s'appelle là? TV3 même était là, ses premiers pas en studio, tout. Et bon, voilà. Il était tout le temps avec moi, il jouissait de moi, il venait tout le temps. Et voilà. Après, Désiré Kouadio, quand il m'a appelé, j'ai donné le numéro d'Oscar, vu que j'étais en mission, et puis il aimait la moto. Et Oscar lui a passé le téléphone, tout. Après, on fait les papiers, suivi les démarches, tout. Après, il est reparti à Paris. Et après, il a rencontré la mère de la Chouana à Paris, tout. Désiré Kouadio même avait son passeport. Arafat n'est plus revenu, tout. Ça a créé des trucs. Après, Aurélie est enceinte. Quand ils l'ont rapatrié, je suis allé le chercher, tout. Quand je l'ai récupéré, je l'ai pris. Il est resté un mois un peu à Agba. Après, il est allé comment on appelle dans le quartier, là, à Cocody, là, chez son père. Il est allé là-bas, tout.
Et de là, il a dit, ah, grand frère, moi, j'ai fait un son là, depuis Paris, on dansait avec les Camus, tout ça, Mango, tout. Il a dit, ah bon, il a dit, bébé Philippe, tout, il n'y avait pas de sous, il a remis l'ordinateur à bébé Philippe en garantie, et on a fait le Mango. Mais le Mango, quand on a fait, c'est DJ Mystique qui a chanté, El Marabillo Show, c'est lui qui a chanté. Et après, on a écouté tout. Après, il a dit, bon, c'est un autre DJ de Bordeaux, tout. Et après, j'ai récupéré des Bordeaux au Toit Rouge, je travaillais dans les maquis, et des Bordeaux, il est arrivé. Et des Bordeaux a fait bis, soli, sola. Après, c'était bien. Et on a sorti le morceau. Et quand on a sorti, c'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Ça a commencé à mousser, tout. Il a dit, ah ben, des Bordeaux, c'est mon pote, tout. Lui qui travaille au maquis, tout. Il faut qu'il vienne rester avec moi. On va faire les tournées, on va faire des trucs. Et c'est comme ça qu'on a commencé. J'ai commencé à tourner avec Didier. Voilà, mon service aussi, il y a des missions souvent, tout. Donc, on a commencé à tourner. Voilà, après, il est arrivé par rapport à Jagen, tout. Et c'est comme ça, hein, on a commencé à bosser. Pendant ce temps, Olo, lui, travaillait dans un maquis, dans une boîte, un bar qu'on appelle La Fleur. Donc on l'appelle, il réserve les places, on vient, tout. Bon, c'était l'ami du quartier, mais après, c'est rentré dans un truc professionnel, donc il ne pouvait pas suivre. Voilà, ils n'étaient pas là, et voilà. Il y avait Bakary le mécanicien. J'aimerais qu'un jour, quand tu pars à Abidjan, tu fais l'interview à Bakary. Il y avait Bakary, il y avait moi, il y avait Elie le motard, il y avait Didier, il y avait des Bordeaux. Terminé. À part ça, voilà. Après, il est arrivé au dernier, il n'est pas arrivé au dernier moment, mais il est arrivé au bon moment. Et, comme c'était un grand frère du quartier, et on a commencé à bosser ensemble. Voilà. Et déjà, la première maison de Didier, c'était à la 7e tranche. Voilà, on était là-bas. Moi, je ne vivais pas avec lui parce que j'étais chez moi à Agman. Donc, il était là-bas. Après, voilà, il y avait encore. Après ça, il allait à la Palmeraie. Trouver une autre maison à la Palmeraie. La dernière maison où il est décédé, c'est moi qui ai pris la maison. Parce que Didier, quand il venait, il quittait à Paris, il était à l'hôtel. J'ai trouvé que payer hôtel d'Iboka, j'ai fait la pub, je ne sais pas si je fais la pub. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Et c'est là-bas qu'il était. Il payait 35 000 par jour. Souvent, ça montait, ça descendait. J'ai trouvé ça normal. Voilà, donc j'ai trouvé une maison et j'ai mis la Didier là-dedans. Il payait, avant c'était 250 000, après c'est monté à 300, après c'est monté à 400. On a même fait un buzz dessus pour dire que Didier Arafat a acheté une villa, si vous vous rappelez. Voilà, et c'est de là que tout est parti, on a commencé à tourner. C'est clair que on va beaucoup parler de Didier Arafat lors de cette interview, Ouais. mais on n'oublie pas que tu sors de maladie. Tu souffrais de quoi? Depuis 2 ans, je dis 3 ans, après les funérailles de Didier Arafat, j'ai commencé à ne plus bien me sentir. Je pensais que c'était l'ulcère. Donc tout mon entourage même pensait que c'était... J'expliquais, je disais que j'ai mal au ventre, j'arrive pas à trop bien manger, tout. Mais c'est en décembre, là, en novembre, fin novembre, j'ai commencé à devenir pâle, tout. Je suis allé à l'hôpital français. Et ils m'ont fait des radios, tout, ils m'ont fait IRM, ils ont vu un truc, ils m'ont dit qu'ils doivent m'opérer là maintenant. Ça coûtait, je crois, 3 millions et quelques. Voilà, et j'ai dit, bon, ok, donc j'avais pas de force. Hein. J'avais pas de force, j'avais mes papiers quand j'arrive à Abidjan, je dépose chez ma mère. Donc j'étais allé chez ma mère avant d'aller à l'hôpital français, j'ai récupéré tous mes documents, et je suis allé à l'hôpital, et ils m'ont fait tout. Et arrivé là, ils m'ont fait la radio d'abord. Ils ont approfondi la radio. Après, ils ont fait mes IRM, j'ai vu tout. Ils m'ont dit, monsieur, il y a un truc que vous avez un truc, il faut qu'on vous opère, sinon vous allez perdre la vie. Vous n'avez pas une semaine à vivre. J'ai dit, ah bon? Il dit, ah, j'étais devenu, là j'ai beaucoup changé, j'ai repris ma forme, tout. Je leur ai dit, bon ok, là j'ai pas assez d'argent, j'étais allé à 1,3 million, c'est un truc comme ça. Mais ça, et après je vais me faire rembourser en France ici. Donc ils m'ont dit, vous allez vous faire rembourser, tout. Déjà la consultation 44 000, la radio 87 000, voilà, tout. Et après IRM ça m'a coûté 400 et quelques mille, tout. Après, quand ils m'ont dit, je leur ai dit, bon, j'ai pas de force.
il faut que j'aille à la banque pour aller retirer les sous. Parce que je suis à NTA, ma banque c'est NTA Bank. Je lui ai dit, bon, il faut que j'aille retirer les sous pour revenir, pour que je puisse... là, j'ai pas. Là, ce que j'avais, c'était 600, 700 000 francs sur moi. Ils m'ont dit, ok, ben, j'ai pas de force. Donc, j'ai payé 15 800. Ils m'ont mis un sérum pour me le remonter. Il était quelle heure? Je pense qu'il était midi 13h. Je suis sorti de là à 15h. Quand je suis monté dans ma voiture, j'ai fait direct à l'aéroport. J'ai acheté mon billet m'a coûté 460 000, 500 000, aller simple. Et j'ai sauté dans l'avion. Voilà. J'ai sauté vite fait dans l'avion. C'est dans l'avion que après j'ai plus rien vu. Après je me suis retrouvé à l'hôpital ici. C'est Alain Guédé qui était... Parce qu'avant d'arriver, j'appelais Alain Guédé. J'ai appelé mon frère Freddy étranger. Et mon frère Mélès Pacom qui est à Nantes. Je l'avais prévenu, ils avaient déjà tout préparé. Alain Guédé, c'est lui qui est venu me chercher à l'aéroport, tout et tout. Ben bon, quand j'étais à l'aéroport, déjà, il était là. J'étais tellement faible. Voilà, après, voilà, je me suis retrouvé à l'hôpital. Ils ont fait l'opération. Après, tout s'est bien passé. Après, je suis rentré chez moi à domicile. Mais on a eu dit que tu as dit que tu as été empoisonné. Tu confirmes cette thèse? Ouais, ben c'est un poison. Tu sais qui t'en veut? Je sais. Bon, je ne peux pas dire que je sais. Mais par contre, je vois l'image d'une seule personne qui peut m'empoisonner. C'est qui? Ça sera dit peut-être dans notre interview. Non, mais là, tu nous as confié que tu as fait une interview sans langue de bois. C'est l'occasion. Ouais, mais je pense que les c'est tellement grave, faut que... Voilà, mais les interviews, tu n'es... Non, mais si aujourd'hui, tu te dis que non, c'est la personne que toi, tu as en tête, et que c'est cette personne, bah, dis-nous. Non, je veux vous le dire. Pourquoi est-ce que la personne pourrait t'en vouloir? Ben, il y avait trop de trucs dans le truc de Didier. Déjà, on m'a mis président de l'aérogang, ça a créé beaucoup de choses. Je vous dis, hein, Didier, on n'est pas sortis ensemble, c'est pas mon petit frère de sang. Voilà, mais je l'ai pris comme un petit frère de sang. Et lui aussi m'a pris comme un grand frère de sang. Parce que j'ai fait tellement beaucoup pour lui. Et souvent, il le disait à ses propres amis, il dit, ah, mais écoutez, moi je quitte en France, j'arrive à Abidjan, Didier il a sa villa que j'ai pris moi-même, il a sa villa, mais quand je suis dans ma résidence, mais Didier vient dormir avec moi dans ma résidence. Il reste avec moi dans ma résidence, il ne veut pas rentrer à la maison, il est tellement attaché à moi. Ouais, et il y avait beaucoup de jalousie, Souvent, il y a des managers qui trouvaient des contrats comme pour aller au Burkina, pour aller je ne sais pas où. Mais Didier dit, tant que mon frère n'est pas là, je ne bouge pas. Les promoteurs étaient obligés de payer mon billet pour que je puisse aller. Tout. Souvent, je lui disais, mais vas-y, je n'ai pas besoin d'être là. Non, je ne veux pas, je sais ça, je ne veux pas, tu vois. Voilà, et c'était ça. Didier, il vient chanter. Souvent, il venait, je l'envoyais à Toulouse. Alain Guédé organisait le truc, il venait à Toulouse chanter. Mais Alain Guédé lui achète lui prend un hôtel. Et surtout, il ne dort pas, il vient dormir à la maison. Il préfère dormir à la maison, même dans le canapé, il préfère rester là à la maison. Voilà. C'est mon bijou. Mais tout ça n'explique pas le fait que quelqu'un puisse t'en vouloir au point de vouloir... Ah, il y avait trop de jalousie. Tu peux pas Surtout que le Arafat, pour lequel on pourrait t'en vouloir, n'est plus de ce monde. Pourquoi est-ce que toi, on voudrait t'ôter de là? Mais même président de l'aérogan, tout le monde voit l'argent devant. Tout le monde. Moi, depuis Didier, il est tombé, dès qu'il est tombé, moi j'ai arrêté showbiz. J'ai arrêté direct. Parce que je ne vois pas qui Didier, c'est le sommet. Dans le coupé décalé. Il n'y a personne. Donc je sais quoi encore. Donc j'ai fait ma formation d'architecture, tout. J'ai fait des trucs. Bah, ça on l'entend bien. Hein. Voilà. Je suis bien d'accord avec cette reconversion. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi que tu veuilles laisser le showbiz parce que votre élément, on va dire, dénominateur commun qui était Didier Arafat n'est plus de ce monde. Oui. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un en voudrait à Landry Agba? Pourquoi? Mais vous savez, Didier, l'aérogang, c'est une grosse structure. Et être au devant de l'aérogang, les gens vont penser à beaucoup de sous. Parce qu'il y aura des festivals, il y aura des trucs, il y a plein d'argent qui vont entrer, voilà. Donc, et ils ont vu ça comme ça. Didier, il est mort, il n'y avait rien. Didier, il vivait le jour le jour. Ça, je vous le dis. Didier, tu lui donnes 100 millions tout de suite, il va payer voiture 100 millions. Voilà. Il vivait le jour le jour. Quand on lui fait un virement de 80 millions, 60 millions dans son compte, il est devant la banque. Il a son sac à dos, il ramasse tout, il va laisser peut-être 1 million dedans et puis allez, basta, il s'achète une autre voiture et il vivait le jour le jour. On dirait qu'il savait.
Ça, c'est des confidences que tu nous fais, justement. Ouais, oui. C'est clair que son héritage a toujours posé débat. Oui. Tu veux dire que là, Arafat n'a rien laissé? Il a un terrain à Sini. Il a un terrain à Sini. Comment on appelle ça? Il avait commencé à payer la maison là, où il vivait, tout et tout. Cette maison, justement, elle appartenait à qui? Ouais, c'est un monsieur. Voilà, c'est un monsieur. La maison était un monsieur. Et ça lui appartenait. Et voilà, après, à force de payer, Didier a voulu acheter la maison. Donc, et il avait avancé combien? il a avancé, je crois, je ne sais pas combien, 17 millions, un truc comme ça. Après, il ne payait plus le loyer, ça déduisait dedans. Après, il a réfléchi, il a dit, bon, je ne veux plus cette maison, je veux me construire. Parce que Serge Beno a acheté une maison, il m'a appelé, tu as vu Serge Beno, il a acheté une maison, voilà, tout ça, je ne veux plus cette maison, moi aussi je veux une grosse villa que Serge Beno, tout. Donc, je ne sais pas comment il s'est arrangé, ça, je ne sais pas comment il s'est arrangé avec le propriétaire. Et après, bon, voilà. Tu sais, le débat autour de l'entourage de Didier Arafat, Ouais. c'est de savoir que ce garçon-là qui était, toi, c'est comme ton fils pratiquement, Ouais, c'est mais mon de fils. savoir ce garçon, il pouvait prendre, dilapider 10 millions, 20 millions, 50 millions, c'est dire que vous, qui étiez autour de lui, vous n'aviez aucun impact sur sa personne? Non, c'est pas qu'on avait coupé le pain. Moi, j'ai laissé Didier en 2011. Après, quand la guerre a commencé, je suis rentré en France, j'ai laissé Didier. Mais je regrette aujourd'hui. Pourquoi je l'ai laissé comme ça? Parce que derrière, il n'y a pas eu de suivi. Parce que de 2007, 8, 9, 10, Didier, il était comme ça. Et Didier, il était comme ça. Il n'y a pas eu de suivi. Après, Didier, il a déraillé. Oui, mais toi, il t'écoutait, il t'appelait tout le temps, vous étiez en contact. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune organisation au point où, parce que ce qui a permis à Beno, c'est vrai que là tu parlais de ça, Oui. mais ce qui a permis à Beno de pouvoir se payer une maison, c'est l'organisation. Cette organisation, vous n'avez pas pu mettre ça en place pour ces garçons-là? J'ai tout mis en place. Avant de quitter la Côte d'Ivoire, j'ai fait des bureaux pour Didier à la Palmeraie. Même comme les bureaux de Mola. Je l'ai fait à la Palmeraie. J'ai mis un bureau secrétaire, tout le monde. J'ai fait le studio d'enregistrement. Tout, c'était à la Palmeraie. Les gens, ils peuvent témoigner. Avant de laisser Didier pour venir en France. Il a dit, tu suis ça bien, tu fais les trucs bien. Mais derrière moi, voilà, vivre le téléphone avec les gens qui sont au quotidien avec lui, c'est pas pareil. Déjà, c'est un artiste qui était un peu têtu. Voilà. Mais avec moi, non. Quand il est en France, vous me voyez, quand il venait en France ici, il respectait ses dates. Donc là, ceux que tu accuses, c'est qui? On va dire, c'est ceux qui étaient ses managers. On sait qu'au dernier moment, il n'était plus avec Youyou, mais c'est Youyou qui gérait sa carrière pendant de nombreuses années en tant que manager. C'était la bagarre là, tu es en tout train le de... temps. Qu'est-ce qui ne matchait pas entre les deux? Mais entre Youyou et lui, ça se passait bien, mais après, c'était... non, Youyou, il me vole, Youyou, il fait comme ça, Youyou, il est comme là, tu ça. confirmes que Youyou le volait? Ben bon, ça, je sais pas. Ça, c'est l'artiste qui disait. Et même, il a même fait des vidéos pour dire, voilà, ça existe sur les trucs. Youyou, il me fait comme ça, Youyou, il me fait comme ça, voilà. Voilà pourquoi Habib est rentré. Sinon, Habib ne serait pas rentré comme manager de Didier. Habib, c'est un petit frère. C'est un petit frère qui tournait avec Didier par rapport à une fille qui a présenté une telle fille à... Quelle fille? Je crois Alexa Vodi, un truc comme ça. C'était le petit d'Alexa Vodi. Et voilà, elle est mariée aujourd'hui, je respecte son couple, son mari. Et son mari même, c'est un grand frère à moi, tout. Voilà, c'est comme ça. Et après, Didier s'est senti seul, il n'y a pas de manager, il faisait pas là avec son manager tout le temps. Donc, voilà, il a préféré prendre Habib, le former. C'est lui-même qui a mis Habib un peu dans le mouvement. Et Habib, je le félicite parce qu'il a su assurer. Voilà, et voilà. Il y a eu plein de choses. Didier, c'est un film. Si on veut commencer, maintenant on a commencé, on va toujours parler. Mais on est dans le film. Quels sont les rebondissements justement de ce film dans lequel vous étiez les vrais acteurs? Quels sont les rebondissements? Déjà, je vais expliquer. Les vrais membres de la Yorogang, il y avait moi, il y avait Bakary, il y avait Elie le Mota, il y avait Oscar le Motard, avant que tout le reste arrive. Olo, c'est un ami d'enfance de Didier.
Ça, on ne peut pas discuter. C'est un ami d'enfance, ils ont joué au billes ensemble, tout. Après, lui aussi, c'est cherché, il travaillait dans les bars, la fleur, tout. Mais c'est quand j'ai repris la maison, là où il est décédé, là, qu'après, Olo est venu vivre avec lui parce qu'il avait besoin de son frère sang à la maison. Donc, voilà, c'est là, dans ça, Olo est venu vivre avec lui, et voilà. Cette histoire de Yorogan, tout à l'heure, tu as dit oui, tu vas en parler, mais au final, on a l'impression que c'est une coquille vide, non? On ne peut pas dire que c'est une coquille vide. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Parce qu'on ne voit rien de concret que vous faites. C'est juste de brandir le nom Yorogan, c'est tout. Avant, ce n'était pas une coquille vide. Oui, parce que Didier Arafat était là. Si et il lui donnait du contenu. Si j'étais là, si moi, Landry, les gars m'avaient laissé travailler tranquillement, on ne serait pas là à ce niveau. Je vous le jure, on ne serait pas à ce niveau. Et puis déjà, quand Didier est décédé, moi, je n'étais pas à Abidjan. Je l'avais laissé une semaine avant, j'étais venu en France. J'étais venu chercher du matériel, il y avait eu un marché, tout. J'étais venu chercher du matériel. Avant, je faisais la peinture, des trucs comme ça. C'est maintenant que je suis rentré dans la construction, ça fait au moins un an. Donc, quand je suis arrivé, de l'aéroport, je suis arrivé à la maison directement. J'ai trouvé Carmen, j'ai pas trouvé Olo, j'ai trouvé Carmen, j'ai trouvé les gens qui étaient à la maison. Et elle a commencé à pleurer, partout, voilà ce que Olo a fait. Il a cassé le placard, il a pris des armes, il a pris des chaussures de Didier, je ne l'ai pas reconnu. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils ne se parlent pas, hein, Olo et Carmen. Il ne faut pas qu'on tourne autour du pot. C'est pour ce genre de trucs qu'ils ne se parlent pas. Parce qu'il a montré notre image. Parce que quand Didier est tombé, quand il est rentré à la maison, il a montré notre image. Je dis devant les caméras, ce que Carmen m'a expliqué. C'est ce qu'elle m'a expliqué que je dis. Et toi, qu'est-ce que tu as fait en tant que grand frère? Je lui ai dit, calme-toi. Je viens d'arriver et c'est fort. Didier n'est plus là, déjà, ça me fatigue. Donc, voilà. Donc, elle s'est calmée, on a beaucoup discuté. Et j'ai dit, mais où sont les affaires de Didier? C'est là qu'elle m'a dit, ils ont tout pris. Voilà, ils ont même cassé le studio de Didier, ils ont tout ramassé. Et avec un petit là qui était à Didier, Olo a cassé le studio, tout. Après, moi, je me suis pas occupé. Parce que moi, Didier il est décédé, c'est un coup fort pour moi. Donc, comment faire, tout. La maman même n'était même pas encore arrivée à la maison. Donc, je suis allé au bureau de Kenzo. Et Kenzo, je dis devant la caméra, Kenzo m'a dit, avec Al-Mustafa, tout le monde, ils m'ont dit, Landry, on dit, c'est toi seul qui peut parler à la maman de Didier. Parce que le gouvernement veut organiser les funérailles et tout, mais tant que sa maman ne donne pas son accord, ils ne peuvent rien faire. Donc j'appelle la maman de Didier. Elle me dit, elle est aux arcades. Elle habite là-bas de Venise. Je suis parti en voiture. Je l'ai récupéré. Excuse-moi Landry, c'est vrai que là on va dans tous les sens, ouais. Mais il faut qu'on essaie de recadrer les choses. Ouais. Vu qu'on parle d'Olo, et jusque-là on attend de toi des confidences par rapport à la vie d'Arafat, tout et tout, et limite aujourd'hui on a l'impression que c'est Olo qui lui seul est détenteur d'une certaine vérité, parce que chaque fois il fait des publications sur les réseaux sociaux pour dire qu'il va faire le grand déballage. Il a même dit qu'il y a certaines personnes qui ont récupéré la voiture de Didier Arafat et que ces personnes l'ont vendue. Il a même mis des initiales par rapport au nom. Qu'est-ce que toi tu peux dire de cet épisode-là et des différents déballages que s'apprête à faire Olo? Olo ne peut pas dire, il ne peut pas m'accuser, parce que le jour où je suis arrivé, j'étais même en France ici d'abord. Et j'ai appelé le mécanicien. Didier, personne ne touche sa voiture si ce n'est pas moi ou Bakary, le mécanicien. J'ai même appelé Bakary. J'ai dit, va à la maison, récupère la voiture de Didier, tu les gardes en lieu sûr avant que j'arrive. Quand je vais arriver, on va prendre les voitures, on va donner ça au notaire. On va donner ça à la famille. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qui a été fait? C'est pas ce qui a été fait. Qu'est-ce qui a été fait? Ce qui a été fait, c'est que je suis dans l'avion. Avant de décoller de l'avion, je l'appelle Olo. Je raccroche, je prends l'avion, j'appointe l'avion, je suis en train de partir. J'arrive à Abidjan, j'arrive chez Kamel, je demande où sont la voiture. Non, il y a un certain Olo et Vanessa, ils ont récupéré la voiture, ils sont allés garer chez le ministre. J'ai entendu chez le ministre. Moi, je ne parle plus de ça, parce que le ministre, c'est son père. Moi, je ne parle plus de ça. Oh, ce n'était pas le cas.
Je ne sais pas où ils ont déposé la voiture. Je ne sais pas, on dit ça à Cocody, quelque part là-bas. Ils ont déposé la voiture. Mais après ça, quand je vais chez Kenzo, c'est ce que j'explique. Quand j'arrive chez Kenzo, quand on me dit c'est moi qui peux parler à Tina, à la maman de Didier, je prends la maman de Didier, je l'envoie à mes bureaux. On n'est pas arrivé, même à mes bureaux, n'était pas trop loin, on s'assit dans plein air, je parlais avec elle. Je lui ai dit, maman, viens, on va aller chez Kenzo, on va en parler avec les gens, on va voir comment on va organiser le funéraire. Elle ne voulait pas. Mais après, on arrive, elle dit, non, il y a les gens qui ne connaissent pas mon fils, et qui sont entrés là-dedans, ils sont en train de... J'ai dit, maman, laisse tout ça. Et on est parti chez Kenzo. On est arrivé, Al-Moustapha était là. On lui a dit, on a parlé, on a fini de parler. On dit, on va à la maison chez Didier. C'est là, tu as vu, il y a une photo où je suis avec elle, il y a son sac à main, tout ça. C'est comme ça on allait à la maison chez Didier. Il y avait les parents de son papa, le papa de Didier, tout. C'est là la réunion de l'organisation des funérailles a commencé. Elle ne voulait pas, elle ne voulait pas. Là, on n'est pas encore dans les funérailles. Voilà. Justement, comment est-ce que vous résolvez le problème des voitures? Les voitures, ils ont récupéré les voitures. Qui a récupéré? Mais Olo, Vanessa... Lui, tu dis qu'ils ont dit qu'ils ont emmené chez le ministre. Toi, tu n'as plus parlé de ça. J'ai plus parlé Au de ça. final, lors des obsèques, avec l'arrivée de Tina, dont tu as parlé tout à l'heure du moins, toi, en tant qu'un aîné qui avait des rapports très profonds avec Arafat, pourquoi tu n'as pas suivi cette histoire de voiture et puis tu as laissé? Ben, j'ai suivi l'histoire de voiture après les funérailles. Ok. Et donc, au jour d'aujourd'hui, à ce jour du moins, qu'est-ce qu'il en est? Ben, les voitures, je ne sais pas. Les voitures, on me dit que les voitures sont vendues. Tout. Je dis pas qui, on ne peut pas me dire pas qui. Landry, je veux dire, en tant que quelqu'un Oui, qui a vu Arafat grandir, oui, qui a été là toujours pour lui, et aussi Arafat t'appréciait énormément, oui. tu ne penses pas que dans ces derniers jours, que toi, tu as été très laxiste par rapport à la vie de ton petit frère? Si, je reconnais. Je reconnais. Mais c'était un coup fort aussi pour moi de m'occuper des voitures que de... Non, laissons même ces voitures, parce que on a vu que ce garçon, dans ces derniers jours sur Terre, avant qu'il ne décède, il se plaignait qu'il était abandonné. Toi, en tant que grand frère, tu as joué quel rôle? Je l'ai toujours soutenu. Je l'ai toujours verbalisé. On a toujours... Didier, avant qu'il meure, à 20h, j'étais avec lui au téléphone. J'ai même ses phares de voiture à mon balcon ici, de sa BM. Il avait fait un petit accident sur le pont Soro, là. Et il devait changer ses phares, tout. Il m'envoyait le numéro du châssis, tout ça. J'ai tout acheté ici. C'est jusqu'à aujourd'hui, c'est là. Jusqu'à aujourd'hui, les phares de la voiture sont là, tout. Donc, Didier, je l'ai toujours... C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, être à côté de quelqu'un et loin de quelqu'un, c'est pas pareil. Être à côté de quelqu'un et loin de la personne, c'est pas pareil. J'ai beaucoup parlé à Didier. Même son problème avec Ariel, tout ça, il y a eu plein de choses. Didier m'en parlait, même Ariel m'en parlait. Je lui ai donné des conseils là-dessus. J'ai beaucoup fait. Tous ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup fait. Tu pensais qu'il t'écoutait? Didier m'écoutait beaucoup. Didier m'écoutait beaucoup. Même Arnaud Jaguar, quand il est arrivé au dernier moment pour être manager de Didier. Arnaud Jaguar allait chez Arafat. Tu as vu l'émission où il a dit écoutez un morceau comme ça dans une chaîne de télé. Tu te rappelles où il était assis, il y avait Arnaud Jaguar qui était là. Son tout dernier single. Tout dernier single pour faire Kong là. Ce jour-là, Arnaud Jaguar il m'a appelé, j'étais en France ici. Ah, je suis arrivé à la maison, j'appelle Didier, il ne répond pas. Les gardiens disent il ne faut pas que je rentre, tout. J'ai dit comment ça? Il dit non, on a une émission télé. Didier, je lui ai dit tout. Donc Arnaud Jaguar m'appelle. Moi je suis en France, j'appelle Didier. J'ai dit à Didier, attends, tu as une émission aujourd'hui? Il dit ouais, il y a une émission, mais il n'y a pas envie de partir. Il dit, tu n'as pas envie de partir, pourquoi? Tu sais qu'on t'a fermé dans la télé, tout. Qu'est-ce que tu fais? Arnaud en bas là, Arnaud vient de m'appeler, il est en bas. Laisse-le rentrer et vous allez partir à l'émission. Il dit ok, il a compris, grand. Je t'appelle dans 10 minutes. Il faut que tu sois prêt et tu descends. Dans 10 minutes après, je l'ai appelé. Avant ça, quand il a raccroché, j'ai appelé Arnaud. Il a dit Arnaud, passe-moi le gardien. Il m'a passé le gardien, il dit fais rentrer Didier, fais rentrer Arnaud s'il te plaît. Il a fait rentrer Arnaud. Même les talkies de Didier, tout ça, c'est moi qui en France ici, j'ai donné à Didier, dit donc tu es un artiste international, il ne faut pas qu'on rentre chez toi comme ça. J'ai envoyé des talkies de la France, je lui ai donné ça. Il donne au gardien, et il sait qui arrive, qui rentre, tout ça. Pour un artiste de sa trempe, pourquoi il manquait autant de discipline? Pourquoi?
C'est comme ça, Didier. Didier, c'est comme ça. Tu vois pas, vous ne voyez pas la maman. C'est pas de sa faute, il a pris ça de sa mère. Et il est comme sa maman. Il faut juste savoir comment prendre la personne. Il faut juste savoir comment encadrer la personne. Souvent, Didier, il pète les plombs. Mais quand il pète les plombs, bah, comment j'arrive? Je lui dis, mais tu te fâches pourquoi? Souvent, il fait les histoires avec Carmen. Il prend les affaires de Carmen, il jette devant la porte, il appelle Olo. Olo, envoie ça chez ses parents. Je veux plus d'elle, envoie ça chez ses parents. Et il lui reprochait quoi? Olo, il prend les affaires, il met dans un taxi, il envoie chez ses parents. Non. Mais il reprochait quoi à Carmen au point de vouloir la vider? Non, chaque mais il fois aime sa femme. Quand sa femme est sur un petit téléphone seulement, lui, il pense qu'elle est en train de parler à un gars. Donc lui, il pète les plombs, mais après, il s'est ressaisi. Une fois, il a fait ça, il m'a appelé. Il m'a appelé, voilà, voilà ce que Carmen fait, voilà, ça me plaît pas, elle n'entend pas. Je suis arrivé à la maison, il dit, mais toi, tu joues à quoi, toi? Tu fais quoi? Tu fais quoi, là? Tu dis à ta femme, avec qui vous avez un enfant, tu prends le berceau, tu mets en bas, tu t'amènes, elle n'a qu'à sortir, elle n'a qu'à pas. Pourquoi? Tu sais quoi? Ben, lui, arrête ça. Vu qu'on parle de Carmen, comment toi, tu trouves sa vie après la mort de Didier Arafat? Elle a fait son veuvage. Et après son veuvage, elle c'est une petite fille. Elle doit refaire sa vie. On ne va pas l'empêcher de refaire sa vie. Voilà, on ne peut pas l'empêcher de refaire sa vie. C'est pas le but de ma question. Hein. Je dis comment tu juges sa vie après Arafat, tout simplement. Mais je juge sa vie. Voilà, elle n'a pas encore présenté un mec pour dire que c'est son mari, tout et tout. Donc moi, chez moi, tout ce qu'elle fait, elle est seule dans sa vie. Elle fait son truc. Elle a eu un enfant, Didier a une star. C'est normal qu'on ait des regards sur elle. Donc tout ce qu'elle va faire, même si elle touche une cuillère, les gens vont parler. Voilà pourquoi elle fait ça, pourquoi elle fait ça. Elle n'a pas encore présenté quelqu'un officiellement comme son mari. Donc moi, je la regarde. C'est tout. Là, tout à l'heure, tu as dit qu'elle ne parle pas avec Olo par rapport à des incidents après le décès. Oui, c'est par rapport à tout ce qui s'est passé. Oui, j'en viens, mais toi, quels sont tes rapports avec elle? Moi, je parle avec Carmen, je peux vous montrer. Je parle tout le temps avec elle. Voilà, pas tous les jours, mais quand il y a un sujet, voilà, je lui envoie un message, comment tu vas, tout et tout. Je parle avec elle, il n'y a pas de problème, on n'a pas de problème. Est-ce que tu lui donnes des conseils, tu as un droit de regard sur sa vie ou comment sont vos rapports? Non, je lui parle quand on se croise, souvent on s'est croisé un jour dans un restaurant, elle et moi, on tentait de parler, je lui ai parlé. Voilà, à part ça, il n'y a rien. Voilà, son exposition médiatique est diversement interprétée. Toi, quelle est ton interprétation? Moi, j'aimerais juste dire à Carmen de quand même voir l'image de Didier. Il faut qu'elle ait quand même du respect pour la mort de son mari, l'image de Didier. Il y a des petits trucs à faire qui ne sont pas trop bien sur les réseaux. Voilà, les gens se mettent en maillot, en train de... voilà, c'est pas méchant, mais par rapport à l'image de son mari, c'est le seul conseil que je peux lui donner. Après, si elle refait sa vie, ça va. Ça me fait plaisir qu'elle refasse sa vie parce que mon frère, il n'est plus. Donc, elle peut refaire sa vie tranquillement. Mais tranquille, quoi. Mais ce que tu dis, c'est un peu en contradiction avec ce que tu disais tout à l'heure. D'autant plus que tu disais que c'est une jeune fille qui a même de mener sa vie. Pourquoi est-ce que tu verrais d'un mauvais œil le fait qu'elle se mette en maillot? Non, je ne vois pas d'un mauvais œil, mais il ne faut pas se mettre voilà, en maillot, montrer ses fesses, tout et tout. Je vois, les gens, ils m'envoient. C'est pas le seul, hein. Il y a des gens qui m'envoient des vidéos qui disent voilà, voilà ta belle là, voilà comment elle est, voilà. Ça fait mal. Mais c'est dans ce sens que je parle, ça fait mal. Voilà, quand elle fait des trucs, tout. Les gens ils m'envoient ça, voilà ta belle, t'as pas dit que c'est une bonne belle, parce que moi je parlais bien de Carmen. À Didier, je dis c'est une bonne femme, et voilà, comme ça, comme ça. Voilà, et quand ça revient vers moi comme ça, je regarde, je dis ben voilà. C'est tout ce que je veux qu'elle change, c'est tout. Là on se met en France avec sa fille. Oui, elle est en France. Elle ne m'a pas appelé, je ne suis pas au courant qu'elle est en France. C'est sur les réseaux que j'ai vu qu'elle est en France. Ok, parfait. Voilà. On profite du cas Carmen. Si on devait écrire un ouvrage forcément sur Didier Arafat, un des chapitres du moins qu'on aurait pu lui consacrer, ce serait Didier Arafat et les femmes. Toi qui l'as côtoyé depuis qu'il a 13 ans jusqu'à sa mort à 33 ans, 20 ans pratiquement avec lui, Didier Arafat et les femmes, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce chapitre? Didier, c'est un monsieur qui s'attache vite. Quand il aime, il s'attache vite. Et il ne cache pas ses relations. Il ne cache pas ses relations.
Il peut faire ses petits coups fourrés, mais il ne cache pas sa relation. Ça dit que même s'il a une petite go dehors, il dit à la go, j'ai ma femme. Voilà, tu dois la respecter. Tu ne veux pas la respecter, tu dégages. C'est comme ça il marche. Didier, c'est ça. La première femme qu'il a connue, quand toi tu étais avec lui, c'était qui? C'était Aurélia. Aurélia, Oui. la mère à la Shana et Ézéchiel. Oui, C'est ça? ouais, c'est ça. Cette relation, tu l'as suivie? Mais je l'ai suivi, j'ai même envoyé, quand Ézéchiel est né, tout ça, là, j'étais à Nantes ici, j'ai même envoyé, j'ai offert une voiture à Aurélia avec des habits, tout ça. J'étais trop content de la relation, je lui ai donné des voitures. J'ai même reçu des amendes puisqu'elle n'a pas changé la carte grise. J'ai même reçu plein de contraventions. Après la voiture, je ne sais pas, elle a fait quoi, elle a la fourrière. Après, je suis obligé d'aller à la préfecture pour dire, pour remplir le papier de cession, pour dire que c'est plus à moi, c'est à telle personne. Voilà. Mais pourquoi cette relation n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce que c'est Didier. Hein. Les femmes, elles n'arrivent pas à supporter. L'artiste voyage, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas marché, c'est tout. Après Aurélia, il y a eu quelle autre femme? Aïcha, elle était là. Aïcha Balo, Ouais, la mère à Maël. Maël. Ouais, c'était bien aussi, c'était bien. On était à Abidjan, c'est là qui m'a présenté Aïcha. Maël était déjà né, il m'a présenté Aïcha, voilà. Et voilà. Après, ça n'a pas marché aussi. Voilà, et ainsi de suite. Hein. Après, il y a eu qui d'autre? On est dans le chapitre Ouais. Didier Arafat et les femmes de Didier Arafat. Après, Aurélia, Aïcha Balo, ensuite il y a eu qui? Après, il y a eu... il y a eu qui, là déjà, avant... Je ne sais pas si c'est avant ou quoi, il y a eu MC Marie-Claude, qui n'était pas encore mariée à ses seigneurs, qui avait une relation avec Arafat, où on avait dit que Arafat avait eu des triplés, quadruplés, c'était autant de... C'était Marie-Claude, voilà. Après, ça s'est terminé, après il y a eu Aurélia. Après Aïcha. Après Aïcha, il y a eu, je ne sais plus qui, voilà. Après, je crois Emma est venue. Emma Loès. Emma Loès est arrivée. Mais Emma, il y a longtemps. Hein. Emma, il y a longtemps. Après, bon, les gens ne voyaient pas. Elle était très jeune. Ils se côtoyaient. Après ça s'est officialisé. Tout. Hein. Quand il est devenu Yo-Yo, après, ça s'est officialisé. Après, bon, elle est une star aussi. Elle était dans son monde. Il ne supportait pas aussi qu'elle fasse des trucs. Il est beaucoup jaloux. Donc, voilà. Pour parler des femmes stars, forcément, Arafat a dû avoir des relations avec pas mal de femmes célèbres. Au-delà de Emma Loès, quelles sont celles que toi tu connais qui ont partagé sa vie? Bon, ça, je ne peux pas parler. Aujourd'hui, toutes ces femmes-là sont mariées, tout. Donc, je n'ai pas envie d'exposer les gens. Sinon, il y en a beaucoup que vous connaissez, que je connais, que tout le monde connaît. Il n'y a pas envie de... Bah non, on ne connaît pas, puisqu'on ne vivait pas avec Arafat. Je ne vais pas le dire. Voilà, c'est toi qui vivais avec lui. Donc, voilà, je ne peux pas parler de ça. Elles sont mariées aujourd'hui, elles ont leur vie. Il y en a qui sont devenus pasteurs, chrétiennes, tout le monde. Donc, il y a plein de choses. Là, tu donnes des indices, là. Non. Puisqu'il y a d'autres qui sont devenus pasteurs, qui sont devenus chrétiennes. Ceux qui vont suivre l'interview pourront lire entre les lignes, forcément. Ah, ils peuvent lire entre les lignes. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. C'est la Eurogang, c'est toujours quand ça finit pas. Didier Arafat aussi, c'était les frasques. Ouais. Au-delà des femmes, c'était les frasques. Quelles sont ces frasques qui, toi, en tant que frère, t'ont vraiment fait sortir de toi, quoi? Tu t'es dit, mais là, tu en fais un peu de trop. Quelles sont ces frasques qui t'ont fait sortir de toi? J'ai cassé l'assiette sur la petite, Alexia, qu'il aimait beaucoup. Parce qu'il a jugé qu'elle avait trompé avec un de ses amis. Ce qui n'était pas vrai. Voilà, ça les ont dit, des amis, il était mal entouré, ils lui ont raconté des bêtises et il a fait ça. Ça lui a coûté cher, ça lui a coûté vraiment cher. S'il n'y avait pas l'intervention du ministre, il serait en prison, il y avait plein de choses. Bon, aujourd'hui, je bénis Dieu, la fille, elle a fait sa vie tranquillement, avec voilà, son mari. Et voilà, c'est tout ça, c'est ça qui m'a choqué. Ça m'a beaucoup choqué. Et je l'ai même en voulu pour ça. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu as quelle preuve? Tu l'as vu en tête, fait quoi? Je sais pas. Et ton image, c'est quoi? Après, il s'est rendu compte qu'il a fait une bêtise.
Il a demandé pardon, tout et tout. Après, la maman ne voulait plus de la relation. Donc voilà pourquoi elle est partie. Et voilà. Des choses que tu as vécues avec lui, que tu aimerais nous faire partager, ce serait quoi? J'ai chanté à sa place à Pau, en France ici. Il était bloqué au Canada. Il était bloqué au Canada. Les gens avaient fait des faux billets là, au retour quand il devait venir. Le billet c'était des billets brous. Il est resté. On avait signé un contrat à Pau. Et avec une boîte qui s'appelle La Noche, à Pau, sur Sade. Le propriétaire, c'est un métis, il s'appelle Sade. Donc Sade, il m'appelle, il dit, mais je vois sur Internet, Arafat est bloqué, il y a des problèmes là-bas, tout, mais Landry, qu'est-ce que tu vas faire? Comment on fait? Parce qu'il avait fermé sa boîte, l'ouverture c'était avec Arafat. J'ai dit, mais Sade me propose, Sade, mais Landry, tu peux chanter. En ce moment, il y avait les cheveux, tout ça. Il dit, Landry, tu peux chanter. J'ai dit, comment je vais chanter? Arrête tes conneries. Il dit, non. Landry, vous avez un peu de ressemblance, tu peux chanter, s'il te plaît. Parce que là-bas, c'est que des blancs, il n'y a pas de noirs là-bas. C'était une ville perdue de blancs. Donc, je suis arrivé à Pau. J'ai appelé Picsou, Axe, les danseurs de Paris. Donc, on était à l'hôtel. D'abord, il avait pris la suite, tout ça, pour Arafat, tout. Après, ça a changé. Donc, il n'y a plus de suite. Donc, c'est la chambre standard. Donc, j'ai dit à Arafat, bon, Arafat, je vais chanter à ta place. Il dit, ouais, Grando chante, il y a fouille. Donc, j'ai dit, bon, envoie-moi les sons. Envoie-moi les sons. Donc, il a mixé, il a fait des trucs là. Et il m'a envoyé par 8 transferts par mail. Donc j'ai mis ici une clé USB, on était à Pau. Donc dans la chambre, on a commencé à s'entraîner, tout et tout, voilà. Après les gars, on arrive à la boîte, j'ai acheté un truc là, j'ai payé un truc comme ça même bien, casquette tout, voilà, bien, les chaînes, tout ça. Comme lui quoi en fait. Tu es déguisé en Arafat carrément. Je me suis déguisé en Arafat. Mais c'était un rambaba pour il fallait qu'on assume. Donc j'ai mis les raies, tout et tout. Ils ont annoncé de mettre la fumogène, tout. C'est ça même qui était le diguet. Ah non, ce jour-là, c'était la peur de ma vie. Mais ça là. Qu'on te reconnaisse. Mais ouais. Donc, c'était que des blancs. Voilà. Donc, ils annoncent l'artiste. Les danseurs vont sur la scène. Laisse tomber. Je vois les fumogènes, tout. Puis on annonce l'artiste, je monte sur la scène, je lève ma main comme ça. Puis on a commencé. Elle est fumogène, tout. C'est parti. Mais c'est la partie de Roucascas, mais c'est là que j'ai vu qu'un artiste, même si ce n'est pas danser qui fait une petite phase, les gens vont crier. Donc les danseurs là, la partie de Roucascas, je balance les danseurs. Les danseurs font les Roucascas, ça crie. Mais moi quand j'arrive, je fais une petite phase, ça crie. Le concert il a duré 45 minutes, presque 1 heure. Quand le concert est terminé, je suis descendu du podium, je suis allé au vestiaire. Ça, il est venu dire, Landry, la voiture est prête, va à l'hôtel direct. Parce qu'il y avait la queue pour faire les photos à l'artiste. C'est là, et là, ouais, un problème. Donc je vais à l'hôtel. Donc c'est les danseurs qui sont restés là-bas, à la boîte. Après, ils ont fait la fête qui sont entrés vers 8h. Moi, je suis allé, je me suis couché, tout. Je me suis réveillé le matin à 8h30, 9h. J'appelle Arafat. Il me dit, ouais, Grando, c'est comment? Ils t'ont donné le jeton. Voilà tout ce qu'il me dit d'abord. La moitié du cachet. Il dit, ouais, il m'a donné le jeton. Il dit, bon, pardon, tu connais le problème là, envoie-moi le jeton. Il dit, quel jeton? Il t'a donné là au Picsou, au As, bon parti. Il dit, non. Bon, dans le CRICA, dans les 1000 €, toi tu prends 1500 €, tu m'envoies le reste. Parce que c'était un truc il restait 7500 €. Il dit, non, moi, je t'ai envoyé 5000 €. Il dit non, pardon, s'il te plaît, il y a un bang, tout. Il dit ok, il n'y a pas de. Je vais rentrer à Toulouse, comme c'est pas loin de Toulouse, c'est à 2 heures de Toulouse, je vais rentrer, tu fais un WhatsApp. Et là, on est vendredi, c'était samedi. Il dit, mais il est là à 8h39, le temps de rouler pour arriver. Donc lundi matin, je vais t'envoyer. Il dit non, je ne veux pas lundi. Il dit, mais je peux faire quoi? Je ne peux rien faire. Sauf lundi, je vais t'envoyer. Après, je l'ai envoyé le lundi, mais tu sais ce qu'il m'a dit? Mais là, c'est Grando, tu sais qu'on peut faire Pierre, non? Il dit, comment Pierre? Il dit, non, tu peux botter au Burkina, moi, botter au Mali. Il dit, mais t'es fou, toi. Je peux jouer au Mali, toi, tu joues au Burkina. Il dit, mais petit, arrête ça. Je peux jamais faire ça de ma vie. Puisqu'on parle d'argent, ses rapports à l'argent, c'était comment? Non, Didier, il aimait trop jetons. Mais de la manière il aimait l'argent, c'est comme ça, il aimait distribuer aussi. C'est le même, il aimait partager. Il est très gentil. Didier est trop gentil. Voilà, c'est un enfant qui est très gentil. Voilà.
Le plus gros cachet qu'il a pu toucher de son vivant, que toi, dont tu étais au courant, c'était combien? 100 millions. Où ça? Au Togo. Au Togo? Ouais, il y a une. C'était pas un concert. C'était une marque, sa marque Yorobo, pour fabriquer les motos. Voilà. C'était un partenariat commercial, en fait. Commercial, on a 100 millions. C'est là qu'il a payé la Jaguar. Là. Il a payé la Jaguar 80 millions. Donc voilà. C'est vrai que là, tout à l'heure, sur comme ça, l'épisode des voitures, c'est resté assez flou. Mais toutes ces voitures qui payaient vraiment à prix d'or, toutes ces voitures-là, les voir s'évaporer comme ça dans la nature. Toi, en tant que grand frère, ça te fait rien? Mal. Ça devait être. On devait. Moi, moi, sur moi, ce qui a été fait, ce que je voulais, moi-même, ce que je voulais, c'est que la maison restait. Personne ne touchait un trophée, personne ne touchait avec ses habits, tout ce qu'il avait, même sa brosse à dents, personne ne touchait à ça. On achetait la maison, parce que le ministre était prêt à acheter la maison. Le ministre, là. On achetait la maison, ça devenait un musée pour Didier. C'est-à-dire que les gens venaient, ils payaient même 2000, même 5000 pour faire la visite, sa dernière brosse à dents, sa dernière culotte qui est tombée là. Les gens, ils visitaient tout. Ça allait faire rentrer de l'argent pour la famille. Mais ça s'est passé comme ça. Je te jure que si j'étais là, si Didier tombait, que j'étais là, tout ça là n'allait pas arriver. Il n'y allait pas voir tout ça. Tous ces trucs allaient rester tranquilles. Ça n'allait pas arriver. C'est ce que je voulais. Mais là, les voitures sont vendues, les chaussures, tout est vendu. On peut rattraper ça comment? On ne peut pas. C'est ce que je dis à la grand-mère, elle m'appelle tout le temps. J'ai dit, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est ce qui fait mal à sa maman. La maman, tout ce qu'elle a pu récupérer, c'est les trophées. Elle ne peut pas faire un musée à trophées. C'est impossible de faire un musée à trophées. Pour beaucoup, justement, sa mort s'apparente en griffe à un suicide, parce qu'il n'était pas bien moralement. Et ce jour-là... Ce jour-là, ils avaient invité tous les artistes sauf lui. Tous les artistes étaient chez les ministres, chez les commandants de l'armée, tout. Il est resté seul. Mais je vous avoue un truc. Avant de quitter Abidjan pour aller en France, j'étais avec un petit frère qui s'appelle Martial, qui est gendarme. Avec Bakary, on était devant la porte. Il ne voulait même pas que je vienne en France. Il dit de finir la tournée moto, tout avant de partir. Mais j'avais eu un marché. Je devais venir chercher du matériel pour repartir. Je n'ai même pas duré. Didier a dit, la fin du Ramadan, là, il y aura un truc qui va se passer. Le ciel sera noir. Oui. Non. Oui. Le ciel sera noir. Mais vous demandez à Kamel, Didier a commencé à payer les trucs de Dieu, il a commencé à lire la Bible, les derniers moments. Demandez à sa femme. Le jour où vous allez à Abidjan, demandez à sa femme. Moi, je parle toujours à l'époque, j'ai dit les noms. Demandez à sa femme. Olivette, même la servante. Il regardait les trucs de Dieu, il dit partout, prends ta famille, viens. Parce que le jour là, le diable va prendre le visage des gens qu'on aime pour venir. Ils vont venir chez des gens. Chez moi ou bien si tu aimes par exemple ton collègue, tout, le diable va prendre son visage. Oh, c'est pas ton collègue qui est là, tout ça pour te tuer. Donc faites attention. Donc viens, on reste nous tous à la maison, nous les vrais amis, on reste à la maison, puis on attend. Parce qu'il y a un truc qui s'est passé. Il ne pouvait pas lire entre les lignes, j'étais pas un vieux pour voir. Il nous disait au revoir comme ça. Et Didier il est parti. C'est bizarre, personne ne l'a invité. Même le jour où il a reçu un message, il m'a envoyé un message, il me dit qu'il y a une dame qui m'a envoyé un message pour dire qu'il ne faut pas sortir aujourd'hui, que je vais mourir, tout ça. Il dit, oh, laisse ça. Même le même jour, Bakary il allait chez lui là-bas avec la viande de mouton. Parce que Bakary c'est un musulman. Quand il est arrivé, il a déposé la viande de mouton. Didier était couché, Didier dormait. Et Bakary m'a appelé, il dit, ah Didier dort, moi je m'en vais à la maison. Mais si Bakary était resté, parce que moi, avec Bakary, quand on vient, nous on est en voiture. Quand on est en voiture, quand moi je suis en voiture, il ne prend pas la moto. Il ne roule pas le moto. Parce que j'aime pas quand elle a la moto, quand je suis en moto. Non, j'aime pas. Moi je suis en voiture avec lui, je suis dans ma voiture, il est dans sa bagnole. Donc quand il a la moto, il appelle ses amis motards. Parce que je suis en voiture, il va plus vite que moi. Donc il aime rester avec moi. Donc il est obligé de prendre une voiture pour me suivre. Souvent ça me fait mal, souvent je me dis, si j'étais là, si j'étais pas parti, ce ne serait pas arrivé. Ton tout dernier échange avec lui, avant son C'était à 20h. Le 12 août 2019 à 20h. À 20h. Vous avez dit quoi? Grando, tu arrives quand?
Il y a besoin des fois, il faut que tu viennes. Là, tourner moto, on a commencé, on doit faire le dernier mouvement à Bobo. Il dit, j'ai compris. Mais tu fais quoi? Il voit les artistes sont invités, tout. Il dit, non, il faut laisser, ils sont dans les films de boycottage. Il faut laisser, c'est rien grand dos. Je suis là. Terminé. Et puis le jour là, vers 21h, tout, j'ai éteint mon téléphone pour aller dormir. Je me suis réveillé à 6h, 6h37. Quand j'ouvre mon téléphone, laisse tomber. Les messages WhatsApp, j'ai rien compris en fait. Ça sonnait tellement, des messages, tout. Je suis allé sur Facebook. Je regarde la première image qui est sortie. J'ai vu la tête de mon petit frère. Quand j'ai vu sa tête, j'ai dit Didier est mort. Mais ce que j'ai fait chez moi, j'ai tout cassé chez moi. Alain Guédé il est arrivé, tous les amis sont arrivés. J'ai tout cassé chez moi. J'ai tout cassé. C'était pas facile. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas facile. Je vis avec. Les gens qui font du bruit pour aller au cimetière pour faire des photos. Moi, je vais tout le temps au cimetière quand je suis habillé. Mais je n'ai jamais fait de photos quand je suis au cimetière. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai même acheté une bouteille de vodka au jus d'orange qu'il aime avec Jack, j'ai déposé là-bas. Je sais que les petits qui suivaient, ils n'ont plus de boire. Il dit, tu aimes ça, et je dépose. Et un week-end, hein, souvent, je prends une bouteille de Jack vodka, je viens, je dépose. Je mets dans la barrière, là, je pose là-bas. Il dit, petit, mets-toi bien. Et puis, il m'en va. Je le fais, mais je ne fais pas de bruit. J'étais avec Didier, mais je ne faisais pas de bruit. Je n'ai jamais pris mon téléphone, mon landry, pour faire comme ça, viens, faire snap. Non, 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 c'est mon petit frère. Je n'ai pas besoin de ça. Toutes les photos, vous voyez là, c'est dans les médias, les photographes, des journalistes, les trucs. Je n'ai jamais fait ça. C'est pas mon problème. La maison où il est décédé, avant qu'il ne meure, il attendait sa grand-mère. C'est moi qui ai refait la maison. C'est moi qui ai fait le studio. J'ai refait le studio. J'ai tout cassé. J'ai reconstruit. J'ai refait le studio. J'ai pris une semaine. J'ai bien refait le studio. La maison intérieure, extérieure, en haut, en bas, la chambre de la grand-mère. Partout. C'est moi qui ai refait. Il dit, grand-mère, tu payes comme il dit, tu as payé quoi? Laisse tomber. Mémé, elle arrive. Elle va venir dormir ici. Il attendait Mémé. Le jour où il attendait Mémé, c'est le jour où il est parti. Mémé est à l'aéroport, elle attendait, il n'est pas venu. C'est à l'aéroport, elle a appris que son petit-fils est décédé. Ah ouais. Les gens, ils ne savent pas. Après, les gens viennent se jouer. Ils connaissaient Didier avant, ils connaissaient Didier. Ils ne connaissent même pas la vie de Didier. Moi, je regarde souvent, ça me fait rigoler. Moi, je remercie toujours sa maman. Sa maman, c'est que les gens l'ont monté contre moi, en fait. Les gens lui ont dit ce qu'il ne devait pas lui dire. Que c'est pas tout qui a cassé le studio, c'est pas tout qui a fait. Oh, j'étais même pas là. Donc c'est normal qu'elle soit remontée contre moi pour faire des vidéos, pour faire des sorties, pour m'insulter. Mais j'ai l'ai au téléphone, aujourd'hui, elle et moi on parle. Elle a compris, elle et moi on parle. Elle et moi on m'a écrit, mon fils ça va, comme ça, on s'écrit. C'est vrai, il y a tellement de buzz autour de... Après son décès, il y a eu tellement de buzz, beaucoup de buzz à l'image de la personnalité et que Didier Arafat a été. Mais là, quand tu développes ce pan de sa vie, c'est avec beaucoup d'émotion que je t'écoute sincèrement. Ouais. Et c'est l'une des rares fois où tu as pu t'ouvrir autant. C'est la dernière vidéo ça. Sur Arafat, qu'est-ce que tu retiens de l'artiste? Qu'est-ce que tu retiens du petit frère? Qu'est-ce que tu retiens de l'homme qu'il était? Didier était une très bonne personne. Après qu'il était mal entouré. Et c'est le mal que j'ai. Souvent, je regarde pourquoi je l'ai laissé pour rester en France. Et je vais éclaircir un truc. Les gens, ils pensent que je suis resté en France, je suis venu à Didier là, et puis j'ai calé, ou bien non. Je suis allé au Cameroun avec Arafat. Et arrivé au Cameroun, je suis allé au hall de l'hôtel, à la piscine, il y a une dame qui est venue m'accoster. Elle m'a dit, ah, vraiment, nous, on cherche à faire venir Arafat depuis en Belgique. On appelle Abidjan ici, on envoie l'argent aux gens, ils font comme s'ils font des papiers, ils bouffent notre argent. Son mari, c'était un blanc. Donc j'ai dit, mais l'artiste même, il est couché là, c'est moi qui suis là. On a discuté, on s'est entendu sur une somme de 30 000 euros. Et
C'est comme ça, je suis monté, il y avait Didier, il y a une dame qui veut qu'on aille en Belgique, tout. Lui était là, à l'hôtel, lui, il était couché dans sa chambre. Je suis allé voir Arafat, je lui ai expliqué. Il dit non, il faut des 30 000 euros en partie. C'est quoi il parle? Donc je descends, je dis à la dame, la femme dit, elle ne peut pas payer 30 000 euros, elle peut payer 20 000 euros. C'est juste une association qui fait venir des artistes, tout autour, on fait venir des artistes pour faire les trucs. Donc j'ai vu Didier, il lui a dit, il faut laisser 20 000 quelqu'un en partie. Il dit, est-ce que ça a marché même? Il dit non, on va essayer. Séance tenante, ils ont donné avance 10 000 euros. Ils m'ont remis les 10 000 euros. Donc j'ai pris l'argent. Là, j'ai pris l'argent parce qu'elle savait qu'on devait jouer au Cameroun. Donc elle a pris son avion, elle a emprunté son avion à son mari qui sont venus. Bon, ils étaient déjà prêts. Mais moi, je ne savais pas qu'ils étaient prêts comme ça. Donc on a discuté. On tombe d'accord sur un prix. Et puis on vous dépose sur la table. Donc moi, j'ai vu, j'ai dit, attends. Et puis en plus, c'était en euros. Donc j'ai pris les sous, je monte dans la chambre de la dame. Et de Didier. Il dit, Didier. Ils disent quoi? Il dit, voilà, l'argent, ils m'ont donné avance 10 000. Il dit, ah ouais, donc ça doit être sérieux. Hein? Bon, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de drap. Bon, sans os, ordinateur, toi et moi, on s'en va. Il dit, mais You, dit non, laisse You d'abord. Il dit, ah, ok. Donc je descends. Je discute. On leur donne les photocopies des passeports. J'ai pris le photocopie. Il a pris la photocopie de You, même il a mis. Il a donné. Elle est partie. 6 jours après, quand on a fini au Cameroun, tout, après elle m'a appelé, elle dit, vous êtes rentré à Abidjan. J'ai dit, on rentre le lundi. On est rentré le lundi à Abidjan. Elle m'a appelé, elle m'a envoyé un mail, tout et tout. On a commencé à faire les papiers. J'ai même prévenu You, il a dit à You, bon, on fait comment? Il dit, bon, il y a suivre ça, tout et tout. Comment il est barra aussi là? Il dit, bon, You, il faut suivre le mouvement, tout et tout. Il a commencé. Donc Didier dit, la femme m'a envoyé un message, elle m'a appelé, elle m'a dit non, elle ne peut pas faire mettre ordinateur dedans. Parce qu'ordinateur avait 16 ans. Sans os, il avait 20 ans ou bien je ne sais pas, elle avait 20 ans ou un truc comme ça. Lui, il peut partir. Donc Didier a dit non, il ne faut pas qu'on fasse ça. Si on fait partie sans os seul, que l'ordinateur reste, parce que l'ordinateur est dans ce qui est Vara, et je l'ai récupéré. Donc s'il reste là, que sans os s'en va lui seul, ils vont se moquer d'ordinateur. Il n'a pas besoin de ça. Donc les deux restent. Donc You, lui et moi, on s'en va. Voilà comment on a eu les 3 visas, puis on est parti. Sans a eu son visa, mais il n'a pas bougé. Il est resté. Didier a dit, il ne bouge pas. Il faut qu'ordinateur ait 18 ans d'abord, avant que les deux bougent. Il ne peut pas faire partie d'une personne pour laisser l'autre. Ça a frustré l'autre, ça a créé les trucs. Okay. J'ai vu ça réfléchir. Il était très intelligent. On est parti. Il y avait Francky Vincent, l'artiste qui chantait le zouk là, tout ça. On a fait la prestation tranquillement. Voilà. Après, je suis resté. Avant de quitter Abidjan, je lui avais dit. Il m'a dit, ok, d'accord, donc tu vas rester. En tout cas, bon, on ne peut pas retourner à Abidjan maintenant. Allons à Paris. On tourne pendant 1 mois, on fait les villes, et puis tu restes. Mais tu gères. C'est pour ça qu'il a commencé à faire les vidéos pour dire mon nouveau manager, c'est mon grand frère André Agban, comme ça. C'est comme ça que je me suis fait des contacts en France. Et là, You gérait côté Afrique, moi je gérais côté France. Donc avant d'arriver, 1 mois, 2 mois avant d'arriver, j'envoie déjà des mails, tout et tout, et je fais son planning. Et quand il vient tourner, il n'y a pas quelqu'un qui a fait tourner Didier que moi ici. Ça n'existe pas. J'ai fait mon devoir. Et je suis fier. Une fois il est quitté en France, il est rentré à Abidjan, il est arrivé à Abidjan, il est resté 1 mois à Abidjan, il ne tourne pas. Il a réuni tout le monde. Je parle des preuves. Hein. Je demande au Habib, au You, tout le monde. Il a réuni tout le monde, ça, le Olo même était là, tout le monde. Moi, je venais d'arriver de la France, je suis arrivé à Abidjan. Il dit, partout, viens, il y a une réunion à faire là. Je suis arrivé, je suis assis. Il dit, quand moi, il vient en France, là, il ne me repose pas. Du jeudi au dimanche, je ne dors pas. Partout, il me fait tourner, il me fait gagner jeton. Vous, les managers d'ici, là, vous faites quoi? Il a pété un plomb. Il y avait un ami là, il s'appelait Kolo Tungo, il était là, tout le monde était là. Il dit, vous faites quoi? Donc c'est pas tout quelqu'un qui a créé le jeton, et puis il vient, c'est puis vous mangez en fait. C'est là qu'il a appelé Habib. C'est là Habib a commencé à travailler. Habib il a bossé. Habib il a bossé.
Il a vraiment bossé, ce petit. Waouh. Donc, c'est clair que il y a plein de choses. Je sais pas, j'ai oublié. Il y a plein de choses. Ouais, parler d'Arafat, on pourrait prendre des heures et des heures. Non, pas des heures, des jours. Voilà, tu vois, là, on est à plus d'1 heure qu'on tourne. Ouais. Ma toute dernière question, c'est de juste livrer un message. Ça peut être des confidences, ça peut être un témoignage. Mais en tout cas, à la faveur de cette interview, tu as la caméra de Jean-Luc Moreau pour livrer ce dernier message. Et je voudrais te dire merci en tout cas pour ce temps que tu nous as accordé. Là, tu es de passage à Nantes. Ouais. Tu nous as fait la sympathie de nous accorder cette interview. En tout cas, merci pour toutes ces confidences que tu as livrées. Merci pour toutes ces exclusivités. On ne pourra pas, bien évidemment... Mais vous n'êtes pas arrivé sur je vous coupe pas la parole. Hein. Moi, vas-y. Il fallait que vous me posiez la question sur l'histoire de Mola. Laquelle des histoires Ok, bah vas-y. Où les Chinois... en ont voulu à Mola, oui. Bah vas-y. Bon, je vais vous dire un truc. Mola, il a beaucoup suivi Didier. Quand il dit suivi, c'est pas le suivre, voilà. Il a beaucoup... été avec lui, au fait. Il a beaucoup été avec lui. Moi, je sais. C'est la population ou bien les fans qui ne savent pas. Moi, Landry, j'étais avec Didier. Je savais ce qui se passait. Mori, il a beaucoup coaché Didier. Il a aimé tellement Didier jusqu'à aujourd'hui. Les gens n'ont pas compris au début. Il s'est fâché avec lui. Parce que Didier ne l'a pas respecté. Il n'a pas fermé Didier dans les radios, il n'a pas fermé Didier dans... Non. C'est Didier ceux qui se faisaient des imaginations. Mais aujourd'hui, ça s'est retourné. Ça s'est retourné. Aux funérailles, où ils ont dit à Mola de ne pas assister aux funérailles, de ne pas faire tout aux funérailles. Si moi j'étais à Abidjan, Mola allait organiser les funérailles. Parce que j'allais faire des interviews, j'allais sensibiliser. Les Chinois, ils me connaissent très bien. Ils savent que je suis vrai. C'est ça. Ils ont fait des manigances, tout et tout. Il y aura ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, voilà. Mais non, Mola a pris ses couilles pour organiser le Golf Club pour Didier. Il n'a rien gagné là-dedans. Les mêmes tickets du Golf Club sont à ses bureaux. C'était pour sauver l'image parce que Didier était sali. Il a fait pour lui. Il a fait beaucoup de choses. Lui et moi, on communique tout le temps. Il a fait son funérail à la maison. Il n'est pas venu au stade. Moi, j'avais mal. C'est pas possible d'être méchant comme ça dans la vie. Aujourd'hui, Dieu l'a grandi. Ces mêmes gens qui vont faire des vidéos pour l'insulter, pour parler mal de lui, c'est les mêmes gens qui font la courbette à ses bureaux. Pendant que c'était chaud, moi j'étais avec Mola à ses bureaux. Tout le temps, j'étais avec lui. Et des grands laissent, c'est rien. Demain, ils vont s'en rendre compte. Laisse. C'est juste un petit parlement, toi, ton petit frère. C'est normal que tu fasses cette histoire avec ton frère. Donc voilà. C'est ce que je voulais éclaircir. Parfait. C'est tout. Ça fait plaisir. En tout cas, tu en as eu l'occasion. Voilà. Je pense que le message va passer. Comme tu as dit, tu t'adressais aux Chinois. J'espère qu'ils vont comprendre le message, de savoir que Mola n'en était en rien dans ce qui a pu arriver à Didier Arafat. Et que voilà, entre ces deux-là, il y avait des rapports très cordiaux. Il y avait des rapports vraiment filiaux. Ouais. C'est familial, il a des enfants avec Mijane. C'est ça. Voilà. De Marie-Jeanne, qui est la cousine à Didier Arafat. Tout à fait. Donc, il ne va pas faire du mal à son neveu. Il n'a rien à foutre de faire du mal à son neveu. Non. Juste quand le neveu déraille, il faut lui parler. Comme Didier, il était tué. Donc, voilà. Après, ça s'est arrangé vers la fin, c'est parce que les gens n'ont pas vu. Hein. C'est comme pour Ariel aussi. Hein. Ariel, à la fin, ça s'est arrangé. Hein. Mais Didier est tombé au mauvais moment. Il n'avait pas affiché Ariel pour dire c'est bon, c'est mon fils, comme ça. Sinon, avec Ariel, c'était fini. Moi, je savais. On parlait, les trois parlaient, ils étaient ensemble, voilà. Même avant qu'Ariel aille comment on appelle ça, au concert d'Ivoire, où il s'est mis à genoux. Mais Ariel était à la maison. On buvait ensemble à la maison. Didier disait, petit, tu viens, tu as tué, laisse mes Chinois vont te pardonner. Il a fouillé. Les gens ne savent pas. Moi, je dis ça aujourd'hui. Il était assis à la maison. On buvait ensemble, on rigolait. Donc, ça ne sert à rien.
Sinon, Ariel, les gens lui ont mis le truc dans la tête. C'est un enfant, ils ont mis le truc dans la tête et il a suivi. Mais si Didier vivait aujourd'hui, ce ne serait pas pareil. Hein. Il serait avec son vieux père. Donc voilà, ça ne sert à rien d'être contre lui. Moi, j'ai compris. Hein. C'est pour ça que je ne parle pas. Je ne fais pas des sorties, tout et tout, contre Ariel, tout et tout. Parce que je sais. Je connais la vérité. Je sais ce qu'il y a. Les autres, ils savent. Olo, il sait tout ça. Mais ils font des vidéos, ils ne parlent pas de ça. Parler de ça pour laver l'image des trucs. Après, quand ils sortent, les gens les voient en sorcier ou bien quoi. Mais non, ils n'ont rien. Et ça s'est arrangé. Ariel, Mola, tout ça, ça s'est arrangé. En tout cas, tu as eu l'occasion aujourd'hui de rétablir un peu toutes ces vérités. Et c'est pour ça, justement, tu nous accordes cette interview, parce que toi, tu l'as côtoyé, tu as été avec lui au quotidien. Ouais. Tu étais dans son intimité, tu connaissais ses moindres confidences, tu connaissais un peu... Voilà, tu as partagé beaucoup de choses. Ouais. Et aujourd'hui, en tout cas, nous, tu nous as fait partager un bon moment. Dans la caméra, encore une fois de plus, comme je le disais tantôt, de Jean-Luc Moreau, pour faire passer ton dernier message. Ça peut être un témoignage, ça peut être une confidence. C'est à toi. Ok. J'aimerais dire aux Chinois d'aimer toujours l'artiste. Il est toujours là. Et il nous a fait vivre des bons moments. Ça ne sera pas facile de l'oublier. Ben, c'est ça la vie. Peut-être dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Il y en a qui vont l'oublier. Mais moi, par contre, je sais à vie. Et j'aimerais dire aussi de ne pas trop vous encharner sur la mère de Didier, sa grand-mère ou quoi. Donc, si elle n'avait pas enfanté, on ne serait pas en train de parler d'Arafat. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ça sera ma dernière vidéo. Je ne ferai plus de sorties. Je ne ferai plus jamais. Je suis dans un autre mouvement, j'ai un autre truc de bâtiment, je suis dans un autre registre voilà, d'activité. Voilà, je n'aimerais plus qu'on m'attaque, pour m'envoyer faire des vidéos contre moi, tout. Franchement, je suis fatigué de ça. Et voilà. Et j'aime beaucoup les Chinois, ceux qui ont donner la force à la Yorugang, qui continueront toujours de donner la force à la Yorugang. Je dis merci aussi à la chaîne Actu People et bien sûr la chaîne. Voilà, ça c'est la bonne télé. Il faut regarder ça souvent. Ça m'aime bien. Ciao. On va jouer la petite prolongation rapidement. Autant tu t'es adressé aux Chinois, autant j'aimerais que tu adresses, si Arafat était en face de toi là, que tu voulais lui parler, qu'est-ce que tu lui dirais? Petit, si tu peux être ressuscité, viens. C'est tout ce que peut dire. J'ai besoin de toi. On a besoin de toi. Je te vois tout le temps. Je ne fais pas un jour sans regarder tes vidéos. Donc petit, vraiment, tu nous as fait ça. Mais bon, sois bien où tu es. Que le Seigneur te fortifie. Que la grâce de Dieu sur toi soit sur toi. Sois au paradis. À bientôt. Merci. La Yorugang continuera toujours là-bas. Là, c'est dans la prolongation toujours. On ne va pas finir. Oui, c'est clair. Mais tu disais que Arafat était tellement timide que les expressions comme avion dans le sac, c'est toi qui lui donnais ça. C'est vrai ça? Mais bien sûr, il y a tout ça. Raconte-nous un peu. Il y a tout ça. Il venait manger, il venait à là-bas venir manger. Tu sais, le jargon militaire, on dit ta con, on dit, bon, je dis pas tout qu'on dit, ta mère con, les trucs comme ça. Ça, c'est militaire, ça fait pas mal. Mais quand tu dis ça aux civils, ça leur fait mal. Voilà, donc on racontait tout ça. C'est dans ça, et voilà. Il y a un ami là, jeune homme, ça fait au Bro Lincoln. Si toi, par exemple, toi, tu t'appelles, je dis un nom, comme ça, tu t'appelles Frédéric, lui va venir t'appeler poulet dans sauce. Voilà, si tu t'appelles Mano, il va venir, il va dire, ah, c'est comme un foutou. Tu vois, c'est dans ça, et tout ça arrivé. Et puis Wanche, il a vite pris le mouvement. Voilà, donc quand Wanche rentre en studio, il faisait des trucs, voilà, il y a plein de choses. Je sais pas, on peut continuer hein, pendant 3 heures, 4 heures, comme tu veux. Hein. Non, c'est bon là. T'es fatigué? Ça va. C'est vrai qu'on va diffuser en plusieurs parties, mais là c'est bon. En tout cas,
DJ Arafat aura marqué de son empreinte l'histoire musicale ivoirienne. Malheureusement, à 33 ans, le garçon s'est éteint à la suite d'un accident de moto. C'était le 12 août 2019. Des années après, on parlera toujours de lui. Mais nous avons marqué un temps d'arrêt aujourd'hui en France, à Nantes, histoire de recueillir les témoignages et les confidences exclusives de celui qui l'aura côtoyé pendant 20 ans. Il s'appelle Landry Agban. Ce nom, vous avez déjà entendu dans des chansons de DJ Arafat. Il nous a fait l'honneur de nous livrer pas mal de confidences. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Merci de continuer à vous abonner à la chaîne YouTube actupeople.net, à la page Facebook actupeople.net. Nous sommes aujourd'hui une grosse communauté de près de 200 000 personnes sur la page Facebook, près de 100 000 personnes sur la chaîne YouTube. Merci pour la force que vous nous donnez. C'était à la réalisation Jean-Luc Moreau, pour la présentation Guillaume Vergès. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci.